Première table ronde qui va être composée de la manière suivante. Madame Mia Lohloufilali, vice-présidente de la CGEM. Monsieur Patrick Martin, président du MEDEF. Monsieur Célestin Tawamba, président du GECAM. Monsieur Didier Malherbe, vice-président de l'UWE et président de l'Agence pour le commerce extérieur de Belgique. Madame Cyrine Ginaoui, coordinatrice principale de la DFEN. Monsieur Daniel Abou, administrateur des relations extérieures, PDG de Top 4, membre du bureau exécutif de l'Alliance des patronats francophones. Et puis merci d'accueillir également, pour distribuer la parole, Madame Valérie Oufouette-Boigny. Mesdames, Messieurs, cette première table ronde a pour thème la francophonie économique, un levier de croissance dans un monde en perpétuelle mutation, qui a été évoqué tout à l'heure par, le ministre Jazouli. Table ronde qui mérite un avant-propos, et je demande à Monsieur Zinabidine Ould Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien, de me rejoindre également sur cette scène pour cet avant-propos. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous exprimer ma gratitude pour la tenue de cette rencontre qualitative de par son objet, ses participants et son contexte. J'adresse également mes sincères remerciements à mon ami le président Chekib El-Alj pour cette initiative de tenir cette rencontre, pour son excellente préparation, sa parfaite organisation et pour l'hospitalité authentique. Mesdames et Messieurs, cette rencontre constitue une importante plateforme de retrouvailles des acteurs économiques et d'examen des différents et meilleurs moyens de complémentarité et d'échange d'expériences dans notre zone. Les grandes et rapides transformations qu'a connues le monde d'aujourd'hui en matière de défis sécuritaires, économiques, sanitaires et environnementaux nous imposent d'en être tous conscients et d'agir de manière complémentaire pour y faire face avec les moyens efficaces requis. Mesdames et Messieurs, l'espace francophone représente un important levier d'impulsion de développement. Ces riches potentialités sont une impressionnante source de diversification de l'économie. Cette diversification qui nous incite à la complémentarité de nos moyens d'action et de nos marchés nous dicte de consolider encore plus nos contacts et la mise en place des cadres organisationnels leur permettant d'accomplir les rôles qui leur sont dévolus. Le secteur privé, en sa qualité de plus grand employeur et moteur de la croissance, est sans doute plus que jamais invité à accomplir ces transformations et à innover les moyens les plus appropriés et la solution les plus efficaces pour affronter les défis et adopter ces moyens aux évolutions accélérées sur les différents fronts et la sécurité de l'économie et de la santé. J'ai bon espoir que notre rencontre aujourd'hui sera sanctionnée par des programmes d'action et à même d'accompagner les recommandations formulées par les participants. Je vous remercie. Vous avez la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour cette première table ronde, nous allons réfléchir et repenser l'entreprise et la francophonie économique dans un monde de plus en plus complexe et en profonde mutation, dans un contexte de guerre économique de plus en plus violent.
Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui nos 6 intervenants pleinement engagés dans la vie de l'entreprise. Monsieur Aboud, bonjour monsieur, administrateur des relations extérieures à Liban, PDG de Top 4, membre du bureau exécutif de l'Alliance des patronats francophones. Madame Filali, bonjour madame, présidente directeur générale du groupe Pharma 5, Madame Cyrine Djanoui, coordinatrice principale de la direction de la francophonie économique et numérique. Bonjour madame. Monsieur Patrick Martin, président du MEDEF, et Monsieur Tawemba, président du groupement des entreprises du Cameroun. Monsieur Malherbe, vice-président de l'UE et président de l'Agence pour le commerce extérieur de Belgique. La première partie de notre intervention sera axée sur l'entreprise, levier stratégique de la francophonie économique et outil pour bâtir une ambition collective. Si la francophonie a réussi à fédérer des peuples et des continents autour de la question culturelle et de l'éducation, l'économie devient le principal objectif de ces prochaines années. Au niveau de l'entreprise, Madame Filali, quel modèle social, environnemental, responsable l'entreprise représente aujourd'hui dans l'espace francophone, d'après votre expérience? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle introduction. Alors, moi, je vais faire un partage d'expérience sur la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, qui n'est plus l'apanage des grandes multinationales occidentales. En effet, au Maroc, dans nos entreprises, dans toutes nos entreprises, le respect des droits de l'homme, qui est un respect fondamental, est respecté et surveillé. Alors moi, j'opère dans une activité à très fort impact sociétal dans l'industrie pharmaceutique, médicaments génériques, l'accès aux soins pour tous. Et nous sommes très engagés en termes de RSE. Même des entreprises qui paraissent grandes sur notre continent, mais qui sont petites à l'échelle mondiale, sont engagées très fortement dans la RSE. Alors sur le volet sociétal, pour l'entreprise que je co-dirige avec ma sœur, nous sommes 2 femmes à la tête d'une industrie pharmaceutique créée par mon père. C'est une introduction sur l'inclusion de la femme et de l'empowerment de la femme dans un pays comme le nôtre. Sur près de 2000 collaborateurs, nous avons 57% de femmes, donc l'inclusion de la femme. 2/3 du comité de direction qui sont des femmes. L'empowerment aussi en termes de compétences, nous avons une académie de formation, la Pharma Academy, dans le cadre de laquelle nous formons en continu nos près de 2000 collaborateurs pour leur permettre de mettre à jour en permanence leurs compétences. Le bien-être au travail aussi est un axe pour nous qui est très important. En effet, nous avons un programme qui s'appelle PharmaCare, dans le cadre duquel nous prenons soin de l'ensemble de nos salariés avec nous avons des journées dédiées dans la semaine avec des kinésithérapeutes parce que nous sommes des industriels, donc il y a des contraintes aussi dans le corps et des choses comme des psy online qui ont beaucoup de succès auprès de nos collaborateurs. Sur le volet environnemental, alors nous avons la chance d'évoluer dans un pays, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, qui est engagé dans la transition énergétique et, bien entendu, nous suivons cet engagement-là. Sur le plan de la responsabilité, alors notre entreprise, dans le cadre de notre entreprise, nous avons créé une fondation, la fondation Noufissa Pharma 5, à laquelle nous dédions 10% de notre bénéfice annuel et qui agit en faveur des communautés
pour l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'empowerment féminin, encore une fois, c'est un devoir que nous avons. Nous avons un partenariat avec l'UNHCR, donc c'est le pôle qui s'occupe des réfugiés. Et donc c'est nous qui donnons les médicaments pour les réfugiés, c'est des dons de médicaments, mais aussi nous finançons des programmes d'autonomisation des femmes réfugiées, en particulier des programmes de formation. Alors aujourd'hui, il existe au Maroc, dans le cadre de la CGEM, il y a un label RSE, il y a près de 200 entreprises qui bénéficient de ce label, mais c'est un label maroco-marocain. Aujourd'hui, ce qui serait pertinent, nous semble-t-il, ce serait de créer un label RSE francophone qui serait reconnu et connu par l'ensemble des sociétés qui opèrent dans l'environnement francophone, dans ce périmètre-là, parce que nous sommes de plus en plus d'entreprises engagées dans la RSE. Je parlais de l'inclusion de la femme au Maroc. 22% des administrateurs d'entreprises sont des femmes. C'est un mouvement qui est très fort chez nous, très engagé. L'impact, évidemment, environnemental, nous savons... alors, quand vous pensez Maroc, vous pensez soleil, mais c'est surtout le vent. Donc, nous avons aujourd'hui la meilleure compétitivité énergétique. C'est dire comme notre pays nous encourage à nous engager dans cette transition énergétique et donc à répondre aux objectifs de RSE. Merci. Merci, Madame. Comme nous venons de l'entendre, la francophonie économique devient une affaire de tous. On pourrait dire la francophonie économique pour tous. Monsieur Martin, ce concept de francophonie économique, comment réussir à le faire diffuser au travers les différentes structures patronales, régionales au sein d'un même pays? Vous en avez fait l'expérience avec le MEDEF. Bien, je crois que nous le vivons aujourd'hui même. Nous la vivons aujourd'hui même, cette réalité de la francophonie économique. C'est l'occasion pour moi, évidemment, de remercier très chaleureusement nos amis de la CGEM pour leur accueil, pour l'organisation de cette réunion. Et tout singulièrement, mon ami Chakib. Le mois dernier, j'étais ici, à l'invitation de la CGEM, dans le cadre d'un colloque bilatéral auquel ont participé nos ministres. Pour ce qui concerne la France, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Et je peux vous affirmer, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer, que ce colloque a été extrêmement fructueux. C'est traduit par l'engagement d'un certain nombre de dossiers ou la concrétisation d'un certain nombre de dossiers. Je veux signaler aussi, et je me rapproche de votre question, que le MEDEF est plus que jamais engagé dans l'alliance des patronats francophones. Je peux affirmer, au nom des 200 000 chefs d'entreprise qui composent le MEDEF, je peux affirmer qu'ils sont parfaitement conscients que l'évolution fondamentale, parfois violente, en tout cas brutale, du commerce international, de la géopolitique, accrédite plus encore la nécessité, je serais tenté de dire l'urgence de cette francophonie économique. Alors après, comme diraient nos amis québécois, je me tourne vers mon ami Karl en disant ça, il faut que les babines rejoignent les bottines. Je fais le malin, c'est un proverbe que j'ai appris il y a 2 mois en me rendant avec notre Premier ministre chez toi et que j'apprécie beaucoup. Je l'interprète, si tu me permets, il faut que nous passions des paroles aux actes. Et donc, moi, je m'emploie, le MEDEF s'emploie à ce que très concrètement, auprès de ces 200 000 chefs d'entreprise, de ces 101 fédérations professionnelles, de ces 119 structures départementales et régionales, eh bien, nous nous emparions de ce sujet de la francophonie économique, que chacun soit pleinement conscient des opportunités d'affaires que cela crée pour, bien sûr, se projeter à l'international dans le cadre de cette francophonie économique, mais également pour accueillir nos amis de la francophonie économique sur notre territoire national. À titre d'illustration, le MEDEF de l'Est parisien, qui est très, très puissant, a créé d'ores et déjà des partenariats très opérationnels avec nos homologues libanais ou avec nos homologues malgaches. Là, on est, si je puis dire, dans la vraie vie.
Et il y a un certain nombre d'initiatives qui se prennent à travers tout le territoire pour que finalement on nourrisse, au-delà des intentions, au-delà de l'amitié qui nous réunit, qu'on nourrisse ce partenariat économique dans les deux sens. Merci. Qui dit partenariat économique dit différence et différence culturelle. Monsieur Aboud, comment réussir à concilier ces différences culturelles qui existent tout de même au sein de la francophonie pour créer cette francophonie économique? Oui, bonjour et merci de m'avoir inclus sur ce panel prestigieux. Bien sûr, on a tous envie d'appartenir à une communauté cohésive, cohérente et dans laquelle on pourrait naviguer en toute sérénité. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. En réalité, c'est complètement, c'est tout autre chose. En réalité, les différences sont plus importantes que les similitudes, que ce soit dans une communauté francophone, que ce soit dans nos pays, que ce soit dans nos entreprises. Et c'est simplement parce que les priorités, les intérêts de chaque groupe viennent du fait de ce qu'ils considèrent comme étant la priorité la plus urgente. Et ça varie d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Ce que certains considèrent comme une nécessité peut être considéré comme un luxe par d'autres. Et c'est difficile de concilier ces choses-là avant d'avoir pu arriver à un niveau où on se dit il faut peut-être mieux baisser la garde pour certains, baisser le niveau, peut-être un peu plus haussé pour les autres, pour essayer d'arriver à un point commun. Ce n'est pas très facile et ce n'est pas nécessaire d'arriver à 100% de complémentarité. On pourrait être tenté de penser que ça condamne les pays du Sud à travailler uniquement avec les pays du Sud, les pays du Nord à travailler uniquement avec les pays du Nord. Ça pourrait être comme ça, mais ce n'est pas le moyen le plus optimisé. Parce que l'optimisation aujourd'hui, ça vient par une meilleure mixité des ressources et des approvisionnements. Alors comment faire? Il faut arriver à un point où on va dire peut-être que dans certains cas, la surréglementation n'est pas dans le meilleur intérêt. Bien sûr, c'est paradoxal parce que ce que certains pays considèrent comme étant des priorités les oblige à mettre des normes que d'autres vont considérer comme étant des obstacles. Heureusement que les entreprises s'adaptent et que les secteurs privés aujourd'hui apprennent à travailler ensemble. Et il faut espérer que les pouvoirs publics suivent dans ce sens pour pouvoir harmoniser les niveaux d'attente de chacun des partenaires. Parce que le problème, en réalité, c'est qu'en mettant certaines réglementations, on va ouvrir la porte à des partenaires commerciaux qui sont en dehors de notre communauté et qui eux, savent mieux s'engouffrer dans ces brèches qui existent dans toutes les réglementations. Eux connaissent mieux les mécanismes j'ai envie de dire, de détournement ou de dissimulation, et vont savoir profiter de ces brèches pour prendre la place qui reviendrait peut-être plus naturellement à des partenaires qui naviguent dans le même environnement. Donc oui, il y a des différences. Ça enrichit notre communauté francophone, mais en même temps, il faut rechercher l'optimisation en incluant tous nos membres. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Malherbe,
à la suite de M. Aboud, on se rend compte qu'il y a des différences et il y a des points de convergence. Cependant, comment à la fois préserver un intérêt économique propre pour chaque pays, pour chaque entreprise, tout en répondant au besoin de construire une ambition collective? Merci pour votre question. Donc, je me représente Didier Malherbe, je représente la Belgique, petit pays francophone. Au total, nous sommes 11 millions d'habitants. Nous avons une région flamande, une région bruxelloise et une région wallonne. Et donc, je représente ainsi 5 millions de francophones au sein de l'Union wallonne des entreprises. Mais je suis aussi président de l'Agence belge du commerce extérieur, dont le président d'honneur est Sa Majesté le Roi des Belges. Et donc, je suis particulièrement heureux de représenter le Royaume de Belgique auprès du Maroc et sachant les liens très profonds qui unissent la famille royale marocaine et la famille royale belge. Alors, par rapport à votre question, nous sommes une sorte de laboratoire d'activité au niveau de la Belgique, petit pays, mais pays très important au niveau de l'Europe, puisque nous sommes le siège de la Commission européenne, le siège des institutions européennes, et nous partageons avec Strasbourg, en France, le siège du Parlement européen. Et donc, c'est là que je voudrais mettre le focus de mon exposé, c'est sur le potentiel de collaboration qu'il y a entre l'Alliance des patronats francophones et l'Europe. L'Europe a un agenda politique et économique extrêmement important en termes de développement durable, en termes de gestion responsable des entreprises. Et l'Europe est également un partenaire très important de l'Afrique. Et donc, je voudrais peut-être lancer une idée, sachant que les élections européennes ont lieu la semaine prochaine, que nous aurons une nouvelle Commission européenne dans les mois à venir, nous aurons des nouveaux dirigeants européens, c'est qu'en tant que patronat francophone, nous ayons véritablement un lien avec l'Europe pour proposer des partenariats concrets entre le public et le privé. Paris est à quelques centaines de kilomètres de Bruxelles. Le MEDEF est fortement représenté à Bruxelles. C'est une opportunité importante peut-être d'aller présenter le patronat francophone au niveau de la nouvelle Commission européenne, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de politique, mais qui peut-être manque parfois de développement concret à mettre en place. À propos de développement concret à mettre en place, une chose qui marche très très bien en Europe, c'est le programme Erasmus. C'est un programme d'échange d'étudiants universitaires entre tous les pays d'Europe. Pourquoi pas, avec l'aide de l'Europe, monter un Erasmus des pays francophones? On a parlé de la jeunesse, on a parlé de l'université. Je crois que ce serait très important de s'inspirer d'un des succès fondamentaux de l'Europe, qui est le programme Erasmus, pour le faire également au niveau des pays francophones. Et on l'a répété à maintes fois aujourd'hui, la jeunesse est l'avenir de nos pays. Eh bien, je crois que ce programme peut accélérer les échanges commerciaux à venir entre ces pays. Donc voilà, ça c'est un point important. Et je voulais aussi souligner, en tant que président de l'Agence belge du commerce extérieur, toute l'importance des missions économiques. Pourquoi pas demain une mission du patronat francophone à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants européens et les futurs dirigeants européens qui seront nommés après les élections de la semaine prochaine. Et voilà, moi je suis très heureux d'accompagner des missions ou de les organiser. Nous avions été au Sénégal en 2023. Et petit scoop pour notre collègue français, nous aurons une visite d'État de Sa Majesté le Roi auprès du président Macron et nous aurons l'occasion d'en discuter prochainement à la mi-octobre. Donc c'est également des choses très concrètes à utiliser. Et donc je terminerai en disant la Belgique est un petit pays francophone, 5 millions de francophones, mais c'est un pays stratégiquement très important car c'est le siège des institutions européennes et l'Europe a un œil très très attentif pour l'Afrique et devrait avoir un œil demain encore plus attentif pour les pays francophones du monde grâce à nos interventions, grâce à notre présence à Bruxelles. Je vous remercie.
On peut aborder maintenant la question de la compétitivité lorsqu'on parle d'entreprise pour une francophonie économique, pour un accroissement de l'économie. La compétitivité des entreprises demeure une chose essentielle. Monsieur Tawamba, pourriez-vous nous donner votre vision de la compétitivité des entreprises dans la zone francophone et surtout, est-ce qu'il existe des obstacles à cette compétitivité? Écoutez, quand j'ai vu votre sujet, je suis allé regarder dans les livres pour voir si je pouvais répondre. C'était un peu compliqué, mais je vais essayer de vous apporter des réponses qui, vous allez vous en douter, vont être marquées par mon expérience. L'expérience d'abord européenne, parce que j'ai fait mes études là-bas, mais surtout dans la pratique de l'entreprise, dans un monde très compliqué. Le titre d'ailleurs le dit, compétitivité et pas d'un monde en pleine mutation. Et je voudrais faire remarquer que la francophonie aujourd'hui économique, je suis l'un des créateurs de cette mouvance, mais se confondent aujourd'hui à une autre problématique qui est celle des zones économiques. Et c'est tout le problème. Et quand vous parlez de compétitivité d'entreprise, également dans la zone francophone, entreprises francophones, ce n'est pas très gai, parce que je voudrais juste rappeler quelques statistiques. Les entreprises les plus, quand on prend les plus en retard, les zones économiques les plus en retard, on a dit qu'il y a 3 langues aujourd'hui dans le monde des affaires, dont le français. Il se trouve que les plus en retard, c'est celles qui sont dans la zone francophone. Il faut donc se poser des questions. Pour la problématique de la compétitivité des entreprises dans la zone francophone et encore plus en Afrique, c'est un problème, je veux dire, que nous vivons tous les jours. Et lorsque nous arrivons dans un pays comme le Maroc, si on m'avait fermé les yeux et on m'avait mis ici, si je n'étais jamais allé en France, j'allais peut-être dire « Ah, ça s'appelle la France ou le Canada ». L'Afrique subsaharienne se pose donc le problème de savoir comment développer son économie et comment améliorer la compétitivité dans un monde en pleine mutation. Et ce problème est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, nous faisons face à tous ces problèmes. Je ne vais pas faire l'étalage de tous les problèmes d'infrastructure ou alors de compétitivité que rencontrent les entreprises en Afrique, mais on fait face aujourd'hui à un certain nombre de contraintes, nouvelles contraintes du monde. On parle d'énergie, on parle de développement, modèle économique, l'énergie verte. Cette énergie-là, ce modèle économique-là, qui n'est pas le nôtre, malheureusement, qui est celui de ceux qui ont déjà tout développé. Ça pose donc le problème pour nous d'être capables de résoudre les problèmes essentiels, vitaux, et en même temps répondre à ces contraintes-là qui nous sont imposées. L'Afrique a donc besoin, face à cela, à définir son propre modèle. Il est urgent, important, que nous arrivions à définir notre modèle. Et puis, je souhaiterais que ce mouvement-là, notre alliance, ne soit pas seulement une rencontre de discours. Ça doit être un outil de solution. On a dit qu'on voudrait avoir des résolutions. Alors, quand je regarde aujourd'hui, je vais être factuel, parce qu'il faut
pas fait l'hypocrisie. La France aujourd'hui, avec son outil de développement, d'investissement, quels sont les pays où ils investissent le plus? Ce n'est pas dans la zone francophone. C'est pour dire que l'économie est dure et n'a pas véritablement de... C'est un monde impitoyable. Donc, si effectivement il faut développer justement, donner un sens, donner corps à nos discours, il faudrait commencer par appliquer ce qui, mettre en place des outils et faire en sorte que ces outils-là soient plutôt dirigés prioritairement dans ces zones francophones, ce n'est pas le cas. Et puis, pour finir, on devrait également être capable d'apporter des solutions, d'être également, je dirais, un outil de solution. Les entreprises ici, là, beaucoup de personnes, de chefs d'entreprise viennent ici pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et les problèmes sont connus. Problème de financement. Et il faut que l'argent se trouve, on prend l'argent où il se trouve. Ces financements ne se trouvent pas dans nos pays en Afrique, si en Europe. De grâce, que ce mouvement soit celui-là qui permet de faire en sorte que les conditions justement de financement à ces PME-là soient plus accessibles. À ce moment, on va être capable de répondre concrètement aux problèmes de développement de ces pays. Merci, M. Tawemba. Je vais me tourner pour cette dernière partie vers Mme Gignaoui et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer quels sont les projets phares qui existent au sein de l'OIF pour justement la création de nouveaux marchés, l'identification de nouveaux marchés pour la croissance économique des pays de la zone francophone. Merci beaucoup pour cette opportunité. Effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame la secrétaire générale, au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons une vision très pragmatique qui nous permet d'accompagner les entrepreneurs vers de véritables opportunités d'affaires. C'est dans ce cadre-là qu'il y a maintenant 2 ans, depuis 2022, on organise de manière assez régulière ce qu'on appelle les missions économiques et commerciales de la francophonie. La première s'est déroulée en Asie du Sud-Est, au Vietnam et au Cambodge. Ensuite, nous sommes partis au Gabon et au Rwanda, au Liban en fin d'année 2023 et plus récemment en Roumanie. Ces missions économiques, elles s'organisent autour de 2 jours. Nous travaillons avec les pays hôtes, donc l'État ou le gouvernement hôte, sur l'identification des secteurs prioritaires, des secteurs qui sont porteurs au sein du pays. Et ensuite, en collaboration avec l'État, nous mobilisons à la fois les entreprises locales, mais également dans tout l'espace économique francophone, leurs contreparties sectorielles. Et au cours de la mission économique, ils ont l'occasion non seulement de se rencontrer, d'échanger, d'avoir accès à de l'information via des ateliers thématiques très pragmatiques, des ateliers qui portent sur comment on fait des affaires au sein du pays où nous nous déplaçons, et dont l'objectif principal, c'est qu'à l'issue de ces échanges, ils puissent signer des accords, des contrats. Parce qu'on est intimement convaincus que plus on aura de contrats signés, plus on aura de partenariats entre les entrepreneurs francophones, et plus nous favorisons en fait, non seulement les échanges, mais également la croissance économique dans tout l'espace. À titre de chiffres, tout à l'heure, Madame la secrétaire générale l'a rappelé, la dernière mission économique en Europe centrale et orientale a été un véritable succès. On a réussi à mobiliser plus d'une centaine d'entreprises internationales. Des entreprises roumaines et de toute la sous-région ont également été présentes. On en a dénombré plus de 230. Et on a organisé sur 2 jours plus de 1000 rencontres d'affaires. Lorsqu'on a sondé à l'issue de la mission les entrepreneurs qui y ont participé, on estime aujourd'hui les retombées à plusieurs millions d'euros. Donc, on est convaincu que ce projet phare, offre de réelles
opportunité aux entrepreneurs et leur donne la possibilité non seulement d'explorer des nouveaux marchés et de procéder à la croissance de leur entreprise. Merci. Vous faites une excellente transition pour notre deuxième partie qui analyse quand même les marchés extérieurs à la francophonie économique, la concurrence, en gros. On ne peut pas parler de nouveaux marchés, d'entreprises, sans parler du capital humain. Alors, est-ce que vous avez une manière, des moyens de pouvoir former, en particulier les jeunes, et de valoriser les expériences et les connaissances au sein de la francophonie? Tout à fait. La jeunesse a toujours été au cœur de la programmation de notre organisation. Et en matière de développement économique, nous avons, au sein de la direction économique et numérique, développé un second projet phare qui s'appelle Déclic et qui s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. L'objectif de ce projet est non seulement de former les jeunes au métier du numérique et aux nouvelles technologies, mais surtout leur permettre d'accéder à leur premier emploi. L'idée, ce n'est pas seulement de leur offrir la possibilité d'avoir accès au premier emploi, mais également qu'ils répondent aux attentes et aux demandes en termes de main-d'œuvre et de compétences des entreprises. Ce projet a été mis en œuvre dans 14 pays. Aujourd'hui, on passe à l'échelle. On a pour objectif non seulement de démultiplier ces formations dans d'autres États membres de notre organisation, mais surtout de former plus de jeunes en vue de leur insertion sur le marché du travail. Merci. Monsieur Martin, pourriez-vous nous expliquer en quoi consistent les stratégies qui existent au sein des organisations patronales pour répondre aux défis de la transition numérique et aux défis climatiques? Je vais vous répondre, mais je rebondis sur deux propos que je trouve très intéressants, bien sûr, mais tout à fait fondamentaux, qui ont été tenus immédiatement avant. Je veux parler de l'Europe et je veux parler de la bonne adaptation des modèles de développement économique aux spécificités continentales ou territoriales. Je crois qu'on peut faire converger ces deux sujets. Je m'explique. Nous, au MEDEF, on a dorénavant un focus beaucoup plus fort encore sur l'Europe. Bien évidemment, si au titre de la francophonie, on peut travailler ensemble avec nos amis belges, ça sera d'autant plus efficace. Juste à titre d'illustration, mon ami Fabrice Le Sachet, ici présent et que beaucoup connaissent, a un prisme africain très fort, mais il est dorénavant à mes côtés vice-président Europe et international. À titre d'illustration toujours, j'ai recruté à la direction générale du MEDEF, Garance Pinault, qui auparavant était la conseillère Europe du président de la République. Donc nous avons pleine conscience que beaucoup de décisions existent dorénavant au niveau européen, que beaucoup de moyens existent au niveau européen. Mais là où j'en viens au deuxième point, c'est que l'Europe, elle a malheureusement tendance à le faire un peu systématiquement, s'est imposée à elle-même, donc à imposer à ses citoyens, à imposer à ses entreprises un certain nombre de référentiels qui, j'allais dire assez mécaniquement, détournent l'Europe, détournent les pays composant l'Europe, détournent les entreprises européennes d'un certain nombre de destinations où par ailleurs elles sont convaincues, et c'est particulièrement vrai à l'intérieur de la francophonie économique, elles sont convaincues qu'il y a des opportunités économiques extrêmement fortes. Je finis sur ce point-là en disant que nous avons à travailler là-dessus. Parce qu'il nous faut réconcilier en définitive ces standards que l'Europe, parfois de manière excessive, s'impose à elle-même, et puis cette ambition partagée que l'on a de développer la francophonie économique dans toute sa diversité et sur tous les territoires. Alors, s'agissant des grandes mutations auxquelles nous sommes confrontés, tous d'ailleurs, mais chacun à sa manière, c'est-à-dire la transition environnementale et la digitalisation, évidemment, ça renvoie, de mon point de vue, à deux enjeux principaux. Celui de l'investissement, on sait très bien, on le vit particulièrement en Europe, mais à travers le monde pour la filière automobile, on sait très bien que dans un premier temps, il y a un modèle économique, un équilibre économique difficile à atteindre, et il nous appartient de trouver le meilleur réglage à la fois en termes de réglementation, y compris d'ailleurs pour rétablir un niveau d'équité dans la compétition internationale, mais donc en matière de réglementation, mais aussi en matière de financement, de trouver un bon équilibre entre ce qui relève de la sphère privée, et nous sommes des libéraux, donc tout ce qui peut être pris en charge par les entreprises, par la sphère privée nous va bien, mais dans ces situations de grande
grand basculement, il est important aussi, les Américains le font, les Chinois le font, qui est un partenariat le plus transparent et le plus court possible, mais quand même entre les financements privés et les financements publics, sans quoi on ne pourra pas aller au bout de nos ambitions en matière de décarbonation en particulier, mais également d'intelligence artificielle. Le deuxième volet essentiel, il a été cité à plusieurs reprises, c'est évidemment celui des formations. Et je crois qu'on a tous des marges de progression importantes. Moi, je suis très frappé par toutes les études qui établissent qu'au-delà des ressources naturelles, au-delà de la fiscalité, et pourtant Dieu sait si on est intéressé par la fiscalité, ce qui est véritablement le déterminant de la réussite d'un pays, c'est la formation. Donc effectivement, toutes les expériences qu'on peut partager entre nous, parce qu'il y a des modèles en matière de formation initiale, en matière de formation continue, qui ne sont pas les mêmes d'un pays au sein de la francophonie économique à l'autre, tout ce qu'on pourra mettre en place, et je rejoins ce qui a été dit, notamment sur une transposition du programme Erasmus, qui vaut actuellement à l'intérieur de l'Union européenne sa transposition à la francophonie économique, tout ça aura un double avantage. D'abord, de nous faire tous progresser en termes de compétences, et puis ensuite, évidemment, de contribuer à resserrer plus encore les liens entre les pays membres de la francophonie économique, parce que rien n'est plus efficace que de se connaître, de connaître les singularités, les diversités qui font la richesse de cette francophonie économique. Monsieur Tawemba, justement, en parlant de richesse, vous pouvez peut-être nous donner votre vision de la création de richesse dans la zone d'innovation et comment structurer les moyens de communication pour mieux collaborer dans l'espace francophone. Alors, deuxième sujet très difficile de répondre, comment structurer. Parce que c'est évident que l'espace francophone est un espace d'opportunités économiques. Mais comment réfléchir à ce que on a vu quelques exemples qui sont aujourd'hui en train d'être faits. La Tunisie qui met des lignes qui va directement dans les pays francophones. Le Maroc avait les lignes aériennes. Mais pour l'instant, au niveau des lignes maritimes, qui est le cœur justement du coût des facteurs industriels, on a encore du mal à voir comment est-ce qu'il est possible de mettre en place des lignes qui puissent donner des priorités à l'espace francophone. On pense que c'est un problème global, le problème de développement de l'entreprise à ce niveau doit pouvoir répondre, je vais dire, aux canaux usuels. Il se trouve malheureusement que, il faut le dire, les pays de la zone francophone, et notamment les pays africains, font face aujourd'hui à d'énormes contraintes supplémentaires liées aux problèmes écologiques qui, justement, rendent encore plus compliquées les questions de développement. Il faut le dire, construire une route, une infrastructure il y a 20 ans était beaucoup plus simple, je vais dire tout au moins au niveau des contraintes qu'aujourd'hui, parce que ces financements-là doivent vous demander de respecter l'environnement. Alors, on arrive souvent à vous demander, je vais dire, de manger sans avoir faim. D'accord? On vous demande de développer, de faire l'agriculture sans couper des arbres. Comment faire? Donc, il y a des enjeux de développement qui sont véritablement différents entre l'Europe et l'Afrique. Malheureusement, il faut qu'on le dise. Et il est important que l'on tienne compte de la spécificité de l'Afrique qui a besoin de créer son modèle, et je ne cesserai jamais de le dire, pour être à même de jouer pleinement le rôle qu'on peut attendre de lui et non seulement être celui-là qu'on regarde comme
celui qui conserve la nature, tout est bien, regardez, c'est beau, et en même temps on vous demande de vous développer et on ne vous donne pas les moyens, on ne vous accompagne pas. Voilà ce que je peux dire vraiment sur cet aspect-là. Merci. Monsieur Aboud, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est le sujet de diaspora, qui est un véritable angle mort quand on parle de francophonie économique, alors que la diaspora constitue un vrai levier économique, mais de rapprochement aussi entre les pays. Est-ce que vous aurez votre vision de comment la diaspora pourrait favoriser la francophonie économique et l'accroissement économique? Oui. Un des aspects intéressants de la francophonie, c'est sa centralité et son interconnexion avec les autres groupes. En Union européenne, nous avons 5 pays francophones. En Afrique, dans la CEDEAO, 8 pays francophones. Afrique du Sud, SADC, 4 pays francophones. La Ligue arabe, 7 pays francophones. L'ASEAN, en Asie, 3 pays francophones. Et bien sûr, le Canada, qui fait partie de l'ALENA ou le NAFTA en anglais. Alors, on peut dire des francophones, ce qu'on entend souvent dire des Libanais, ce ne sont pas les plus nombreux, mais ils sont partout. Alors ça me ramène justement à la diaspora libanaise. Avec 3 fois plus de Libanais à l'étranger que dans les frontières nationales, la diaspora libanaise est vraiment un cas d'école. Les versements, les remittances que les expats envoient au Liban, c'est à peu près 35% du PIB libanais. Près de 50% de nouveaux diplômés au Liban sont engagés par des entreprises de la diaspora libanaise. Alors, oui, c'est très utile pour le Liban, mais en réalité, le secret du succès de la diaspora libanaise, c'est qu'elle n'a jamais été considérée par les entreprises libanaises comme une fin en elle-même, comme un marché captif pour leurs produits. La diaspora a été beaucoup plus vue comme une passerelle ou une porte d'entrée pour des marchés étrangers où on vendrait à des non-libanais. D'ailleurs, nos amis de la diaspora, c'est souvent un réseau de soutien. Ils vont beaucoup plus souvent nous faire rencontrer des acheteurs que acheter eux-mêmes le produit. Et c'est effectivement comme ça qu'une diaspora fonctionne. J'ai remarqué dans beaucoup d'autres diasporas, c'est des produits ethniques. Ils vont vendre à leurs propres compatriotes. Et bon, pour un petit pays comme le Liban, c'est compliqué parce que ça limite le marché. Peut-être pour les Chinois, c'est plus pratique. Mais c'est certainement plus intéressant d'utiliser le levier de la diaspora pour atteindre des marchés qui ne sont pas nécessairement des marchés ethniques ou des marchés libanais. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que des avantages. Le problème de notre modèle, c'est que les mêmes raisons qui font que cette diaspora est alimentée par des expatriés sont ces raisons-là qui font que les acteurs de la diaspora n'investissent pas dans des entreprises créatrices d'emplois au Liban, qu'ils ne font pas de transfert de technologie. Ces raisons sont, évidemment, on les connaît tous, c'est l'instabilité politique, la corruption administrative, les procédés juridiques qui ne sont pas transparents ou qui ne sont pas très fiables. Et ces raisons-là ne peuvent malheureusement être... la solution incombe principalement aux Libanais de l'intérieur, parce que les expatriés, eux, ils se sont intégrés dans leur milieu et ils ne sont pas du tout impliqués dans la politique locale libanaise. Donc oui, la diaspora, c'est une force, c'est une porte d'entrée, c'est une passerelle, mais on ne peut pas compter sur la diaspora pour régler les problèmes de l'intérieur. Merci. Monsieur Ballerbe, vous avez déjà donné des éléments de réponse
Mais à l'heure où des blocs idéologiques, économiques se forment, est-ce que la francophonie a les moyens de résister, mais aussi de profiter des différentes appartenances des pays membres à l'avantage de la francophonie en elle-même? Oui, certainement, et je rebondis sur ce qu'a dit mon confrère, hein, sur la complexité que les blocs génèrent, et mon confrère président du MEDEF a parlé également de cette complexité administrative de Bruxelles. Donc nous devons être beaucoup plus forts que cela, et je vais prendre un petit exemple. On a parlé du soleil marocain qui donne un horizon très lointain, par rapport à la pluie qui tombe tous les jours à Bruxelles, qui bouche l'horizon, qui oblige les fonctionnaires européens à rester dans leur bureau et être très théoriques. Et notre rôle à nous, patronat de tous ces pays, européens, africains, asiatiques, américains, c'est de venir avec des solutions ou avec des exemples très concrets. Ces fonctionnaires sont de très bonne qualité, mais ne voient pas la pratique sur le terrain. Et que ce soit à Washington, que ce soit à Bruxelles ou dans d'autres grandes capitales du monde, c'est un problème majeur auquel nous sommes confrontés. Donc je crois que c'est également un objectif, une mission, un rôle à jouer par le patronat francophone ici, mais par tous les patronats du monde, c'est de créer plus de partenariats publics-privés, plus de rencontres avec les décideurs administratifs et finalement politiques, pour que les initiatives législatives qu'ils prennent tiennent beaucoup plus en compte la réalité du terrain. On a parlé des problèmes écologiques. On a bien vu en France les soulèvements des agriculteurs par rapport aux normes administratives qui sont imposées. Eh bien, l'Europe a fait marche arrière. Et donc voilà, on doit le faire peut-être de manière parfois plus consensuelle, mais on doit être certainement un porte-parole du pragmatisme des entreprises face parfois, je vais dire, pour exagérer un peu, à la folie administrative de nos gouvernements, qu'ils soient transnationaux ou nationaux. Je vous remercie. Madame Filali, la question de la faim. On ne peut pas parler d'accroissement économique, on ne peut pas parler de francophonie économique sans parler d'influence et de protection, de protectionnisme pour favoriser les productions à l'intérieur de la zone francophone. Est-ce qu'il existerait un moyen de mettre en place des outils, des normes pour promouvoir et protéger cette production? Alors, je vous remercie pour cette question. Je voudrais, avant d'y répondre, je voudrais commencer par une réponse qu'avait fait feu Sa Majesté le roi Hassan II lors d'une conférence de presse au cours de laquelle on lui avait demandé, au sein de la francophonie, qui a le plus grand pas à faire. Et il avait répondu, nous, les Africains, nous, les gens du Sud, nous vous connaissons parfaitement, nous avons grandi sur les bancs de vos écoles, vous ne nous connaissez pas. Et c'est la chose sur laquelle je voudrais insister, et ensuite, j'ai évidemment des choses à proposer pour lever cette barrière du protectionnisme. Ça était un petit peu dit lors du panel précédent. Évidemment, nous avons la proximité géographique, nous, Marocains, les liens historiques, les accords commerciaux, un système bancaire qui fonctionne. Monsieur Tazi en a parlé, le vice-président de la CGEM. J'ai envie de parler aussi des taux d'intérêt, qui sont des taux d'intérêt qui sont parmi les plus bas du monde, malgré tous les chocs qu'on a connus. La fiabilité de notre économie et de nos entreprises pendant la pandémie du Covid, par exemple dans le secteur de la pharmacie, on a continué à approvisionner l'Afrique en médicaments. Donc on a continué à
respecter nos engagements. On a parlé aussi j'ai envie aussi de parler du droit, de la réglementation. Nous sommes un pays régulé avec un droit des sociétés qui est complètement calqué sur le droit des sociétés françaises et qui est respecté, appliqué quotidiennement. La propriété foncière est inaliénable. Nous avons des tribunaux qui fonctionnent. Toutes les procédures aujourd'hui sont digitalisées. Et je peux vous en parler d'autant plus que je suis dans un secteur qui est très, très, très réglementé, le secteur de la pharmacie, du médicament en particulier. Le Maroc, c'est la première place financière d'Afrique et c'est un pays qui est très compétitif, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan de la compétitivité énergétique, mais dans des industries comme l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie très compétitive, où vous avez en face des géants asiatiques, en Chine, en Inde, eh bien, les acteurs marocains, ils arrivent à se hisser dans les meilleurs des ventes sur le continent africain. Et là, j'arrive aux fameuses barrières que vous avez évoquées. S'agissant de mon secteur, qui est un secteur, je le disais, qui est très réglementé, aujourd'hui, toute l'industrie pharmaceutique marocaine, c'est la première du continent, à l'exception de l'Afrique du Sud. Si on voit cette industrie, c'est une industrie qui a plus de 60 ans et qui a réussi à prospérer parce qu'elle s'est aussi appuyée sur les règles de la France. Et aujourd'hui, tout le processus de réglementation, d'autorisation, aussi bien des établissements que des médicaments, est entièrement calqué sur celui de la France. Et c'est ce qui fait qu'on propose des produits à très haut niveau de qualité, d'efficacité, de sécurité et compétitifs en plus sur le niveau des prix. Donc, j'ai envie de dire, ça, nous le savons, Africains, mais est-ce que vous, gens du Nord, vous le savez? Je pense que non. Je pense que non, parce que si vous le saviez, eh bien, les pénuries que vous connaissez encore dans le Nord, les pénuries qu'on rencontre sur des produits de base, comme le paracétamol, comme les antibiotiques, comme les corticoïdes, eh bien, vous les rencontreriez pas, parce que chez nous, ces produits sont disponibles, ils sont fabriqués et ils sont au même niveau de qualité que chez vous. On a les mêmes exigences et on est considéré sur le continent africain, l'industrie pharmaceutique marocaine est considérée qualité Europe. Et d'ailleurs, nous exportons vers le Moyen-Orient, qui est qui est une autorité très très exigeante, vers l'Asie. Nous avons fait notre première exportation au Vietnam cette année et bientôt aussi en Occident. Donc aujourd'hui, il y a évidemment urgence à harmoniser nos réglementations et ça sera facile à faire puisque, par exemple, dans le secteur de la pharma, et je sais que c'est le cas dans beaucoup d'autres secteurs, nos réglementations sont déjà calquées sur les vôtres. Donc, avançons et allons jusqu'à la reconnaissance mutuelle de nos différentes accréditations pour pouvoir commercer et faire tomber ces barrières de protectionnisme qui desservent finalement les deux côtés de la Méditerranée et même de l'Atlantique. Je voudrais aussi insister sur le fait que, au-delà donc de ces barrières, la première barrière, c'est l'ignorance. La première barrière au commerce, c'est l'ignorance. Prenez conscience de nos potentialités. Nous avons au Maroc, encore une fois, par exemple, une usine 4.0 de dernière génération dans l'industrie pharmaceutique que je dirige. Aucun équipement ne vient de l'espace francophone. Pourquoi? Parce que dans l'espace francophone et les pays, que ce soit Québec, que ce soit la France, la Belgique, vous produisez des machines, des équipements de très très haut niveau, mais vous n'imaginez pas qu'on puisse en avoir besoin au Maroc. Et résultat, nos machines, elles viennent d'en dehors de l'extérieur, en dehors de l'espace francophone. Et ce n'est pas facile, parce que quand vous achetez une machine allemande, ensuite, d'abord il faut l'installer, il faut former les gens, et puis ensuite il faut parfois la réparer ou faire de la maintenance prédictive. Et vous avez des Allemands, et nous,
Moi, je parle un peu allemand, mais je suis la seule sur les 2000 collaborateurs de mon groupe. Voilà, donc apprenez à nous connaître, identifiez les potentiels que l'on peut représenter. Nous sommes tournés, ouverts vers vous. Et un point qui a été dit et répété, et j'avais prévu d'en parler, et je veux le redire, c'est fluidifier la circulation des personnes. Fluidifier la circulation des personnes, bien sûr, des acteurs économiques, c'est la base. Et la question des visas est une question qui nous a tous touchés et qui nous touche tous encore. Mais ça, c'est à court terme pour recommencer à commercer et à prospérer ensemble. Mais à moyen et long terme, c'est les visas pour les étudiants. Les étudiants d'aujourd'hui, ce sont les businesswomen et les businessmen de demain. Et c'est avec la communauté dans laquelle on a grandi qu'on va faire le plus de business parce qu'on est en confiance et qu'on se connaît. Merci. Notre réflexion touche à sa fin. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour son temps, sa patience et surtout pour son honnêteté. Voilà, merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour la richesse de vos échanges. Merci à toutes et à tous de votre attention.